justement, donc aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, que la multiplication des agences avait ses limites finalement, puisque les agences elles-mêmes ne travaillent pas en toute transversalité. Oui, je n'ai pas compris. Zacharia, tu vois bien ce que je veux dire? Mhm. La multiplication, donc ce que tu dis, la multiplication des agences aujourd'hui, puisque tu dis, moi, ça me fait penser à dire que les agences n'ont plus de sens, il n'y avait pas de sens de multiplier, de la multiplication de ces agences-là. Si tant est même de dire, puisque les agences ont été nommées, il y a une multiplication d'agences, c'est dit que les agences, pourquoi n'ont-elles pas travaillé en toute transversalité? Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que moi, ma conviction personnelle est que, vous voyez les États comme la France. La Oui, France, le gouvernement français a combien d'agences? pas mal. Donc, le Sénégal, on a plus de combien d'agences? 400 ou 450 agences. 450 agences. Alors que moi, je suis convaincu qu'avec 30 agences, au maximum 30 ou 20 agences, on peut gérer ce pays-là. Ouais. Ouais, justement, et je veux revenir sur quelque chose qui me paraît important. Mhm. Mais en fait, le Yonu Yokote, le Yonu Yokote, 2 ans après, a été abandonné pour le PSE. Oui. D'accord? Et je me suis dit, mais finalement, si le gouvernement de Macky de 2012 était resté sous le Yonu Yokote, est-ce que tu penses qu'il serait dans des situations comme ça assez compliquées où il y a effectivement, il n'y a pas de lisibilité, de visibilité, effectivement, de la gestion de la gestion du pouvoir? Parce que c'est quand même un petit peu étonnant quand même qu'un pouvoir fonctionne comme ça, quoi. Moi, j'ai du mal à comprendre. Donc, effectivement, Mhm. aujourd'hui, 2019-2024, on a entendu que le PSE est très, très, très peu. Hein. Et le moi, ce que je reproche effectivement à Macky Sall surtout, pas forcément à Macky Sall, parce que lui, c'est le président, il ne peut pas être partout, il ne peut pas être... Ok, d'accord, on peut lui accorder ça. Mais quand même, c'est le président. C'est lui qui nomme les ministres, c'est lui qui nomme ceci, c'est lui qui prend les décrets, ainsi de suite. Donc, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui a un tel poste, il sait que c'est telle personne qui a tel poste, ministre, ça, on le sait, ça. Vous Mais, savez, moi, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est-à-dire que le plan Sénégal émergent, pour moi, c'est un plan qui devait commencer à partir de 2019 au lieu de, 2000, au lieu oui, de 2014. Le Yonu Yokouté, sur la base duquel le président a été élu et qu'il a commencé à mettre en application euh, au niveau national, en partant du monde rural vers les grandes villes, ce ce plan Yonu Yokouté doit continuer au minimum pendant les 5 années, c'est-à-dire de oui, 2012 à 2017. Et à partir de 2017, pensez au plan Sénégal émergent qui, certainement, allait devenir notre programme de campagne de 2019. Donc, à partir de ce moment-là, on pourrait voir beaucoup plus loin, mais ça va prouver que on a réglé les problèmes de base. Parce que quand vous partez dans le département de Bakel, où je suis originaire, à partir du mois de mars, avril, les marigots, les rivières sont taries. Donc, le bétail a un problème. Le bétail, on perd beaucoup de bétail comme ça parce que tout simplement, il y a un problème d'eau, l'accès à l'eau. Il faut que euh, c'est quand les gens sont malades, il faut faire 400 km, 200 km pour aller à Ourossogui, à Matam ou à Tamba. Vous comprenez? Donc, avec l'état des routes qui est vraiment dans un état de 1960. Comprenez? Donc, si le Yonou Yokouté était maintenu, moi, je suis convaincu qu'on allait avoir des postes de santé de qualité, qu'on allait avoir des ambulances, que le forage, heureusement qu'il y a le PUDC qui est arrivé par la suite, on allait avoir des forages, c'est-à-dire que les accès universels à l'eau, à l'électricité, à la santé, ces 3 points allaient être réglés, définitivement réglés pendant le premier quinquennat ou bien pendant le septennat. Une fois que vous avez réglé les questions de base, mais là, on peut aller maintenant vers peut-être des records, construire des autoroutes, construire, je ne sais pas, des centres de spectacle comme les stades, comme Ila Touba ou d'autres. Mais tout est concentré entre Dakar, Thiès, Saint-Louis, Touba, même pas trop vers Saint-Louis. Quand vous arrivez à Saint-Louis, Saint-Louis de 1994, c'est le Saint-Louis d'aujourd'hui. Moi, je ne vois rien là-bas. Alors que Saint-Louis devait être, c'est-à-dire tout allait commencer par la décentralisation des ministères et des agences. Par exemple, tout ce qui est tourisme, tout ce qui est agriculture, ces ministères-là font quoi à Dakar? Ces ministères font quoi à Dakar?
Pourquoi ne pas mettre des ministères à Saint-Louis, d'autres ministères peut-être à Tamba, d'autres ministères à Thiès, etc., pour que chacun puisse faire son travail. Mais il faut que tout soit centralisé à Dakar, même les agences, toutes les agences sont à Dakar. Donc, Dakar est saturé, les gens bon, la vie est devenue très chère, alors que Saint-Louis, moi je suis convaincu que ça pouvait être une vitrine même pour toute l'Afrique de l'Ouest, avec son emplacement, avec tout ce qu'il y a comme ressources naturelles, ressources, tout ce qui est position géographique. Donc, c'est une ville touristique qui devait vraiment apporter beaucoup et gros à l'économie sénégalaise. Malheureusement, elle n'est pas exploitée. Voilà. Et l'agriculture également, c'est toute cette jeunesse qui est en train de prendre la mer ou d'être dans les écuries de lutte. Cette jeunesse-là pourrait travailler les 4 saisons, pendant 4 saisons, au minimum 3 fois quoi, pendant l'année. Donc, bon, on allait avoir une certaine agriculture de très bonne qualité jusqu'à exporter. Et malheureusement, on n'a pas su attirer cette jeunesse-là vers l'agriculture. Et malheureusement, le nouveau régime qui est là également, on a vu leur début, donc ça ne présage pas de lendemain meilleur. Ok. Mais, Moi, mais Konaté, moi, Ouais. Zakaria vient de dire, il avait dit tantôt que le problème de Macky Sall, le problème de la paix, a commencé à partir de 2019. Quand Macky Sall a annoncé pour la première fois son ni oui et son non. Et aussi, il a fait une analogie quand il a pris le truc là, quoi, l'ethnie des Saraholais là, leur danse, pour expliquer que les gens qui étaient avec Macky Sall, ils étaient là, ils ne foutaient absolument rien du tout et ils faisaient comprendre au président qu'ils sont en train de travailler. Mais il y a un autre point que je vais demander à Zakarko. Qu'est-ce qui a motivé ce truc-là, quoi, cet éloignement, ou bien, c'est-à-dire le fait que le président ait balayé tous les ténors de l'APR autour de lui. Et il s'est entouré de personnes, je ne veux pas aller dire le mot, mais quand même, on sent que ces gens-là, quand on regarde ces gens-là, est-ce qu'on peut compter sur eux pour bâtir un avenir meilleur pour son pays? Qu'est-ce qui explique ce truc-là, quoi, le comportement de ce président? C'est un monsieur qui pensait que peut-être parmi ces ténors-là, il y aura un successeur et il ne veut pas de successeur autour de lui. C'est ce qui entraîne ça ou quoi? Moi, je ne peux pas expliquer jusqu'à présent pourquoi Macky Sall ne veut pas s'entourer comment dirais-je là, de personnes dignes de son nom, de personnes valables autour de lui. C'est-à-dire, il veut une médiocrité autour de lui. Et cela entraîne à dire que peut-être le monsieur, il s'évalue lui-même. C'est un monsieur qui a un complexe quelque part. Vous m'excusez du terme. C'est-à-dire, quand on est avec, comment dirais-je là, comme on a l'habitude de dire, au pays des aveugles, le borgne est roi. C'est-à-dire, pour pouvoir, comment dirais-je, avoir la puissance ou bien la notoriété de Macky Sall, il faut qu'il s'entoure de personnes médiocres. Mais s'il est avec des gens qui sont brillants, peut-être on va l'ombrager. Je ne peux pas comprendre ce phénomène-là. Pourquoi les ténors de l'APR ont quitté le président de la République, quoi? Voilà ma question. Oui, oui, Konate. non, enfin, tu réponds parce que, en fait, moi j'avais un élément de réponse, mais je te laisse répondre et puis je vais effectivement compléter ta réponse, Zakaria. Merci. Parce que moi j'ai une il y a idée il y a une campagne de diabolisation des militants de la première heure. Parce que vous savez, nous, on a vu le président quand il n'était pas président, quand il n'était même pas le chef de l'opposition. Et quand on était à son accueil à l'aéroport de Roissy, terminal 2E, à 6 heures du matin sur les vols Air France, où on n'était que en plein hiver, hein. On n'était que 5 ou 10 personnes à 4 heures du matin pour venir faire la queue avant que l'avion n'arrive à 5 heures du matin et qu'on quitte l'aéroport à 6 heures du matin dans des voitures. Et ce qui veut dire que c'était pas l'appât du gain qui nous a attirés vers lui. C'est-à-dire que c'est une conviction. Et quand on est en face du président, on lui dit vraiment tout ce qu'on pense. Vraiment. Moi, j'ai eu l'expérience de lui dire directement et clairement ma position par rapport à certains sujets. Mais comme disent les mourides, talibé mouride, da ngay jox sa bopp sëñ bi nga bay sëñ bi ak boppam. Donc, on lui disait des choses clairement que ici, vous allez directement au mur. Ça, c'est pas bon. Je vous donne un exemple. Par exemple, pour lui dire que toutes les personnes qui se sont battues pour que vous puissiez atteindre le pouvoir,
on a constaté qu'une fois au pouvoir, vous êtes en train d'écarter ces gens-là un à un. Notre tour aussi viendra parce qu'on a l'impression que vous avez favorisé la transhumance. Vous pensez, parce qu'un politicien, il passe comme ça. Il dit que j'ai Zakaria qui m'a apporté tout ce qu'il peut faire, parce que je sais qu'il s'est battu. Si je donne encore un poste à Zakaria, je vais rester sur ce qu'il m'a apporté. Mais non, son ennemi qui est Konaté, je vais le promouvoir parce que Konaté va m'apporter en plus et Zakaria, avec tout le combat qu'il a eu à faire, avec sa fierté, il ne va jamais quitter le navire. Certes, Zakaria ne va jamais quitter le navire, mais il peut croiser les bras. Ça, c'est vrai. Les gens qui sont avec lui peuvent aussi se décourager et abandonner. Donc, est-ce qu'à la fin, la transhumance a apporté quelque chose ou bien la transhumance a détruit? Moi, je crois que la transhumance n'a jamais apporté quelque chose, à part le transhumant lui-même, qui arrive à se remplir les poches, à avoir des postes. Et sa base reste toujours dans l'opposition. Et l'autre base affective qu'on avait aussi dans la même circonscription, c'est affaissé. Mais c'est comme ça. Moi, il m'est arrivé, je suis parti à New York. C'était la dernière fois que j'étais parti à New York, en 2021, pour rencontrer le président. Il nous voit, il nous dit que, écoute, demain, tous les jours, il nous dit demain, tous les jours, il nous dit demain. Et il pleuvait devant la maison du Sénégal qui est à New York. Je suis resté là-bas 8 jours. Je ne l'ai pas vu. Et j'ai dit aux gens, je ne reviendrai plus jamais à New York. Si le président a besoin de moi, il sait que je suis au Canada, il va m'appeler. Sinon, je ne reviendrai plus. Les amis en 2022, ils m'ont dit, reviens. J'ai dit, je ne viens pas. 2023, ils m'ont dit, reviens. J'ai dit, je ne viendrai plus. Je reste là. Parce que si tu vas rencontrer une autorité pour lui donner des choses, pour expliquer, pour partager avec lui sur certains sujets, et que l'autorité n'a pas l'air de vouloir échanger avec vous, acceptez cela, mais mettez-vous à l'écart, laissez-lui continuer. Mais